Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission qui passe à la loupe l'actualité portant sur la maladie à coronavirus. Ce soir, nous allons aborder le thème. L'OMS espère des centaines de millions de vaccins avant 2021. Comme invité, professeur Yao Kassankoyon, il est professeur agrégé de santé publique, ancien fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la santé à la retraite. Bonsoir professeur, merci d'être là une fois encore. Merci et bonsoir. Alors, d'entrée de jeu, on voit depuis quelques moments des efforts qui se font là pour trouver un vaccin afin de ralentir, sinon stopper la pandémie qui fait des centaines de milliers de morts à travers le monde entier. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet état de choses quand on sait qu'avec d'autres maladies, on n'a pas tellement d'engouement autour? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une maladie qui fait peur. Et je ne sais pas si c'est parce que dès le début, les médias ont suffisamment médiatisé cette maladie. Et quand on écoute les informations, toujours, on a au moins deux informations. Le nombre de cas et le nombre de morts. Donc, quand on parle de morts, ça fait peur aux gens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous prenez cette pandémie, elle a commencé, disons, dans les pays développés, techniquement, donc qui ont les moyens de faire la recherche et donc de faire la recherche sur les vaccins. Voilà ce que je peux dire à titre d'introduction. Justement, des pays développés qui ont suffisamment de moyens pour faire la recherche, mais on a comme l'impression que ce n'est plus question de moyens, mais c'est une question d'espoir pour pouvoir mieux fouiller afin de trouver en bon temps, en un temps record, ce vaccin-là qui peut vraiment sauver la situation. Bon, quand vous dites expert, oui, parce que le virus de cette pandémie, c'est un virus qui est nouveau. Mais il faut généralement retenir que pour faire un vaccin, en principe, ça prenait 10 ans. Sauf dans les situations d'urgence. Donc, dans ces situations d'urgence, il y a des étapes qui sont écourtées. Sinon, sur le plan d'expertise, techniquement, les pays développés, je pense qu'ils ont les moyens techniques, quand je dis technique en termes de laboratoire. Et maintenant, il fallait mieux connaître le virus lui-même, parce que ça, comme c'est nouveau, il fallait le connaître. Et dans le langage scientifique, pour le connaître, il faut bien connaître ces différentes parties pour développer un vaccin. Et c'est ce qui peut prendre du temps, c'est ce qui a pris du temps. Est-ce qu'on peut dire toujours que c'est du nouveau, ce virus-là, avec tout ce que les chercheurs s'activent ça et là à faire? Et on sait qu'au départ, pour un virus qui est vraiment nouveau, pour trouver les intrants afin de faire les tests et autres, là, ça va prendre du temps. Mais en étant record, on a trouvé quand même qu'un exploit a été fait sur ce point. Bon, quand on dit un exploit a été fait, oui, par Parce rapport... qu'avec d'autres virus ou maladies, pour trouver des intrants et autres, pour faire des analyses, des tests, celles-là, ça prend aussi du temps selon, enfin, certains experts questionnés sur la question. Bon, moi, je ne suis pas expert en développement de vaccins, mais ce que je sais sur les vaccins, c'est que il faut bien étudier d'abord le parasite, donc le virus, voir quelle partie de ce virus peut permettre de développer un vaccin. Et à partir de là, commencer par suivre les différentes étapes de développement des vaccins. Et généralement, dans le passé aussi, ce n'est pas plusieurs laboratoires qui se mettaient
quand je dis ensemble, mais d'un seul coup. C'est-à-dire qu'on peut avoir 10 laboratoires aux États-Unis, 10 laboratoires en France, et 10 laboratoires en Chine, etc., à la recherche d'un vaccin. Et pour cette fois-ci, comme la maladie, elle est une pandémie, c'est-à-dire qu'elle a atteint le monde entier, tous ces chercheurs, toutes ces institutions qui sont capables de faire des recherches afin d'aboutir sur le développement des vaccins ont commencé le travail. Et quand on voit que, quand je prends le mois de mars, quand les gens ont commencé par mieux travailler sur ce vaccin, les données disent qu'il y a à peu près 70 laboratoires qui se sont mis à chercher le vaccin. Peut-être ce qui n'était pas le cas, ou bien ce qui n'est pas le cas pour toutes les maladies qui n'ont pas cette envergure. Alors, au départ, on a écouté quand même certains présidents qui se sont prononcés ouvertement. Si nous prenons par exemple le président américain, Donald Trump, qui a qualifié cette maladie d'un virus chinois. Et justement, les Chinois, on a écouté le premier citoyen qui a dit que d'ici début 2001, on aura un vaccin aussi efficace et fiable pour venir à bout à cette maladie. Est-ce une bonne information? Est-ce qu'on est sûr? Parce que quand on essaie de voir un peu la résurgence de la maladie, encore dans certaines localités, dans certaines villes du pays, on se demande si, bon, on est vraiment à l'abri. Bon, la première information, est-ce que c'est possible qu'on ait un vaccin tel qu'il annonce d'ici le premier trimestre 2021? C'est une possibilité, hein? Et pourquoi moi je dis que c'est une possibilité? C'est que, comme je l'ai dit quelques minutes plus tôt, il y a plusieurs laboratoires qui travaillent sur cet aspect. Mais les informations, il faut dire que les détails des informations ne sortent pas parce qu'il y a une concurrence. Puisque qui dit vaccin dit appropriation d'un vaccin. Et donc les laboratoires travaillent sans trop donner des détails sur ce qu'ils sont en train. Quand je dis les laboratoires qui fabriquent bien sûr les vaccins, les détails sur ce qu'ils sont en train de faire. Mais bon, dans une situation d'urgence, c'est possible qu'il puisse y avoir un vaccin. Puisque à la fin du mois de décembre, ça sera à peu près 1 an que le virus est apparu au niveau de la Chine. Et ce qui se fait généralement en 10 ans, s'ils ont accéléré le processus, ils peuvent le faire peut-être en 1 an. Mais probablement, ils n'auront pas fait toutes les étapes pendant les durées normales qu'il faut. Voilà ce que je peux répondre. Donc, pour ce résumé, je dis que c'est possible. Alors, et si les étapes sont brûlées, est-ce qu'on aura quand même un produit fiable? Bon, en santé publique, nous disons qu'il faut analyser les avantages et les inconvénients. Et mettre sur une balance d'un côté les avantages et de l'autre côté les inconvénients. Maintenant, quand vous dites que si les étapes sont brûlées, si on fait les avantages et on se rend compte que en utilisant ce vaccin, ça permet de réduire tel nombre de cas et indirectement tel nombre de décès par rapport au nombre de cas qu'il y aurait eu et au nombre de décès qu'il y aurait eu s'il n'y avait pas ce vaccin, et comparer par rapport, parce que quand on dit vaccin, c'est comme un médicament, comparer par rapport à ce qu'on appelle les effets secondaires, puisqu'on n'a pas suivi suffisamment toutes les durées, ça permet de voir est-ce qu'il y a des avantages ou non. Voilà ce que je peux dire. Alors, je pose la question parce qu'avec de l'hydroxychloroquine, on a vu le tollé que ça a créé par rapport aux effets secondaires. Et pour un vaccin, on se dit, mais bon, faut-il respecter toutes les étapes ou non? Si oui, pourquoi? Et quand est-ce qu'il faut le faire? Dans telles conditions n'assisteront pas à des jours qui viennent là, à des cas aussi délicats, comme on a l'habitude de le dire, en matière de la résurgence de cette maladie-ci, même si les vaccins sont effectués ça et là à travers différents pays. Bon, vous remettez sur la table le débat sur
l'hydroxychloroquine. Enfin, c'est juste un rapprochement pour mieux poser parce que problématique. Bon, le débat, ça fait un certain temps, il n'y a plus trop de débats sur ça, mais quand on va faire le vaccin, là, quand même, il y a des essais, hein, ce qu'on appelle la phase clinique. La phase des essais ou bien la phase clinique. Oui. Donc, cette phase de clinique-là, ça veut dire que le vaccin est utilisé par une dizaine de personnes. Et ça permet de savoir est-ce que c'est efficace ou non. Puisque avant cette phase clinique, généralement, on fait ça sur ce qu'on appelle des cobayes au niveau du laboratoire. Donc, la phase clinique étant faite sur une dizaine de personnes, ça permet de voir quels sont les effets positifs, donc la protection, et les effets négatifs. Maintenant, si le président de la Chine, s'il a parlé que d'ici le mois de janvier, donc 2021, il y aura un nouveau vaccin, probablement que la Chine a déjà dépassé cette phase d'essai clinique d'une dizaine de personnes. Après, il y a eu une autre phase qui permet de prendre, quand les effets positifs sont nettement supérieurs aux effets négatifs, qui permet de prendre une centaine de personnes, de refaire la même chose et de savoir quels sont les résultats. Et je sous-entends que probablement la Chine également et beaucoup d'autres laboratoires, puisque je parle de la Chine, comme vous avez dit, c'est le président chinois, il a annoncé ça. Ils ont dépassé ce stade. Et après, il y a la phase où on admet à un plus grand nombre de personnes. Et on essaie de récolter ce que nous appelons les effets secondaires liés à ce vaccin. Et c'est ce qu'on appelle dans le langage médical la pharmacovigilance. Mais c'est encore sur un nombre. Et c'est après ça qu'on va à la phase de toute la population. Donc c'est pour dire que si en un an, toutes ces étapes ont été suivies, mais écourtées, il se peut que nous ayons un vaccin qui soit acceptable pour être utilisé. Voilà ce que je peux dire. Parfait. Alors, où se trouve dans tout ça le continent africain? On est où là? Bon, on attend toujours, on est preneur des inventions des autres, où l'Afrique aussi s'active autrement. Bon, j'ai dit au début que je ne suis pas un expert en matière de développement des vaccins, mais ce que j'ai comme information sur le nombre de laboratoires qui fabriquaient, qui étaient en train de développer ce vaccin, il y a quand même l'Afrique du Sud qui est un pays africain qui s'est mis dans le groupe. Et je sous-entends qu'au niveau de l'Afrique du Sud, et qui est un pays africain quand même, ils sont en train d'avoir une certaine expérience et peut-être de développer quelque chose. Je n'ai pas trop fouillé pour savoir si... Au début, on parlait aussi du Sénégal avec l'Institut Pasteur. Voilà, le Sénégal aussi a un institut, mais je n'ai pas trop fouillé pour ce que je voulais dire, pour savoir si le Sénégal... Il y a également le Nigeria, il y a certains pays comme le Kenya qui ont certaines capacités techniques, peut-être dans ce domaine, mais je n'ai pas trop fouillé. Ok. Mais il y a un autre pan de la chose qu'il faut essayer d'analyser avec ce genre de situation. Il y a à côté du bon business qui se fait avec tout ce qu'on voit actuellement sur le terrain. Et puis... la Chine, quand on parle bien sûr des masques aujourd'hui dans le monde entier, c'est la Chine qui desservait, qui dessert enfin, voilà, tous les pays du monde entier pratiquement. Est-ce que, au vu de ce qu'on est en train d'avoir financièrement, économiquement, est-ce que la Chine peut facilement laisser tomber et puis qu'on ait facilement des vaccins si l'invention, on arrive quand même à trouver un bon vaccin pour sauver
la situation. Non, si j'ai bien compris votre question, c'est comme si c'est la Chine seule qui est capable. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la Chine et puis un peu de la France avec l'industrie Sanofi qui est à pied d'œuvre, qui travaille pour trouver un vaccin. Mais c'est la Chine qui est beaucoup plus au devant de la scène. Bon, ça c'est selon vos informations. Qu'est-ce qui vous prouve que les autres ne sont pas en train de travailler, mais dans l'ombre, et ne veulent pas vendre la mèche? Je vous ai dit qu'en matière de vaccin, il y a la propriété intellectuelle. Et les gens ne veulent pas qu'on les copie. Bon, quand j'ai dit il y a quelque temps qu'il y a environ 70 laboratoires qui étaient en train de se lancer dans le développement de ce vaccin il y a de cela 2 ou 3 mois. Donc, moi, personnellement, je pense que la Chine n'est pas le seul. La seule plutôt. Et qu'il y a d'autres pays en Europe. Je pense, vous avez déjà cité la France, mais il y a également la Suisse. D'autres pays en Amérique, il y a les États-Unis. En Europe, il y a également l'Allemagne qui sont probablement en train de travailler et que le bon moment, peut-être qu'ils vont faire des annonces. Mais pas d'annonce ne veut pas dire qu'ils ne sont pas encore à un certain stade. Maintenant, pour répondre à votre question, je sais également que les Nations Unies ont dit que si un vaccin contre la pandémie du coronavirus 19 devait être trouvé, il faut que ce soit un bien public. Quand on dit un bien public, là, il ne faut pas qu'on le laisse uniquement pour les personnes qui ont les moyens, donc pour les personnes riches. Donc je sous-entends qu'au niveau mondial, d'ici le mois de décembre 2020, il y aura, disons, des groupes pour être sûr que ce bien, si on le trouve, soit un bien public pour qu'il puisse atteindre la population, aussi pauvres soient-elles, qui en ont besoin. Et bien public, ça veut dire que ce sera gratuit ou comment? Bon, généralement on dit qu'on entend d'un bien public de santé publique là. Généralement on dit qu'il faut le rendre gratuit, mais le gratuit là c'est entre guillemets. Parce que quelque chose qui est gratuit, quelqu'un le paye. Donc il ne faut pas laisser les individus le payer, mais que quelqu'un puisse le payer ou qu'il soit à un prix qui soit non commercial pour que la majorité des gens puissent avoir accès. Voilà ce que je peux dire. Ok, parfait. On a écouté entre-temps avec certains pays à travers le monde, surtout sur le continent africain, Madagascar qui est à pied d'œuvre pour trouver un vaccin, sinon qui, selon le président, dit avoir un produit qui est préventif et curatif à la fois, dont l'ingestion va commencer dans peu de temps. Mais force est également de constater sur le même continent, dans ce même pays, qu'on enregistre également des morts. Est-ce à dire que ces produits-là ne sont pas vraiment authentifiés pour le moment? Il faut attendre, redévelopper les choses, proprement dit, d'ici 2021, avant de faire sortir. Également, on a également une cellule au Togo qui travaille à l'université pour penser à un produit aussi efficace. On croise les doigts toujours. Bon, c'est ce qu'il faut retenir que les produits, même s'ils sont efficaces à 100%, ne peuvent pas toujours éviter la mort. Oui. Parce que ça dépend du stade où on est avant de prendre le produit. Maintenant, si on vient à un stade qui est un peu tardif, le produit peut être efficace, mais on peut toujours mourir. Maintenant, dans le développement des produits, après la polémique sur l'hydroxychloroquine et tout ce qui s'en a suivi, il n'y a pas eu beaucoup de discussions, mais ce qui est sûr, c'est que probablement des laboratoires aussi travaillent sur certains produits qui peuvent être efficaces dans le traitement. Mais en général, il faut retenir que le virus, jusqu'à présent, les produits médicamenteux contre le virus ne sont pas nombreux. C'est pourquoi l'aspect développement d'un vaccin est généralement prioritaire par rapport aux aspects développement d'un produit de traitement. Voilà ce que je peux dire.
Donc on dit également, scientifiquement, que les grippes et les virus, tout ça, c'est une question de saison, que ça va passer. Doit-on croiser les doigts, attendre que ça passe vite ou comment? Bon, généralement les grippes, comme on dit, le coronavirus fait partie des virus assimilés à la grippe, sont des maladies saisonnières qui sont liées à certaines saisons. Ce que moi j'ai constaté, au début de la pandémie de coronavirus, on parlait de ça, que probablement l'Afrique ne sera pas atteinte. Même le président d'un grand pays de l'Amérique du Sud disait qu'il a un climat chaud, etc. Mais actuellement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de cas là-bas. Mais généralement aussi, en santé publique, en épidémiologie, après une certaine durée de la maladie, on fait des constats pour savoir est-ce qu'il y a eu des périodes, donc des saisons où il y a eu un peu plus de cas par rapport à une période de saison où il y a eu moins de cas. Ça permet de savoir si la saison favorise pendant certaines périodes le développement de la maladie ou non. En Europe, comme ça a commencé au début de l'année, probablement quand ils vont atteindre le mois de décembre 2020, ils auront une année complète, ça va leur permettre de comparer. Ici en Afrique et en particulier au Togo, comme nous avons eu les premiers cas au mois de mars, ça nous permet de savoir à partir du mois de février 2021, on pourra avoir des données pour savoir si, puisque maintenant on dispose des données depuis le mois de mars, là, est-ce que c'est saisonnier ou bien non, c'est toute l'année, est-ce qu'il y a des moments où ça augmente, ça diminue en fonction avec la température ou la saison. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que veut dire qu'on ne va pas en finir avec cette maladie vraiment bien avant 2021, on est obligé de faire avec, comme vous nous conseillez très souvent. Il faut apprendre à vivre avec la maladie. Franchement, parce que le cas de la Chine, là, je ne sais pas si... Il y a la Chine, il y a l'Allemagne, voilà. Westphalie du Nord. Et voilà, ça a commencé par la Chine, maintenant c'est l'Allemagne qui reconfine. Même en France, c'est le même problème. Moi-même, j'avais dit que pour pouvoir dire qu'on peut avoir la fin, il nous faut, puisque tant que d'autres pays ont encore des cas, même si un pays n'a pas du tout de cas, il peut y avoir un voyageur qui va venir, etc. Donc, pour répondre à votre question, oui, ce n'est pas sûr qu'on va en finir avant la fin de l'année. Il faut faire avec. On peut avoir une diminution des cas, mais il faut toujours faire avec. Comme c'est le cas actuellement au Togo, il y a une certaine baisse des cas. Il y a comme il faut le dire, au Togo, plus ou moins ça va, comparativement à d'autres pays dans la sous-région. Mais quoi qu'on dise, il y a toujours certaines habitudes qui ne sont pas totalement... quand on essaie un peu avec la levée de couvre-feu, des cordons sanitaires qui ont été installés à l'entrée de la capitale, on a comme l'impression que c'est comme si on est rentré à l'étape ordinaire de notre vie de par le passé. Les gens se disent mais c'est fini, il n'y a plus Corona. Même quand on en parle, ils éprouvent des difficultés à cerner le contour de ce qu'on est en train de dire. Bon, moi je n'ai pas parlé à des gens, comme je ne suis pas journaliste, mais j'ai regardé. Vous avez regardé? Oui, j'ai observé. Et je vois que autant il y a certaines habitudes qui sont revenues, autant certaines nouvelles habitudes ont été acquises. Oui. Et quelles sont ces nouvelles habitudes? J'ai vu que au moins, quand on prend ceux et celles qui circulent sur les motos et autres, là, il y a beaucoup de port de cache-nez. Le deuxième point que j'observais avant, et que j'ai constaté qu'il y a des changements, quand les gens sont assis au bord de la route, en train de prendre une bière ou bien une sucrerie pour discuter avec eux, j'ai constaté que de plus en plus, même s'ils ne portent pas de cache-nez, la distance de 1 mètre là, elle existe. J'ai dit de plus en plus, je ne dis pas que c'est systématique. Par contre, certaines habitudes qui perdurent, c'est qu'il y a encore beaucoup de monde qui passe dans la rue sans porter de cache-nez.
ou bien qui portent des cache-nez qui sont sous le menton. C'est une question de sensibilisation. Et je pense que la sensibilisation continue. Probablement, les gens vont commencer par comprendre. Ou si les gens ne comprennent pas, peut-être qu'il faut utiliser d'autres méthodes de sensibilisation ou bien d'autres méthodes pour qu'on puisse vivre sans être attaqué par cette maladie, donc avec de nouvelles habitudes. Voilà ce que je peux dire. Parfait. On a constaté quand même que dans ce même cadre, la maladie dans la capitale togolaise, par exemple à Lomé, ce n'est plus vraiment ça, les cas, on enregistre très peu, mais ça se déplace vers l'intérieur du pays. Tantôt on parle de Kounou, tantôt on parle des districts d'Afagnan et autres. Là. Ce qui veut dire que à ce niveau-là, il faut redoubler beaucoup plus de vigilance. Oui, c'est vrai. À ce niveau, il faut redoubler de plus de vigilance. Parce que, comme on l'a constaté, les statistiques du Togo montrent que la plupart de ces cas-là maintenant à la périphérie, donc dans ces districts, proviennent des voyageurs qui sont venus des pays, encore une fois, voisins, ou bien des contacts de ces voyageurs. Et je sais que au niveau de notre pays, il y a plus de vigilance. C'est ce qui a permis de détecter ces cas-là. C'est ce que je peux dire. Parfait. Mesdames et messieurs, si vous nous choisissez que maintenant vous regardez votre émission qui passe à la loupe, l'actualité portant sur la maladie à coronavirus. Et ce soir, nous avons sur ce plateau comme invité professeur Yao Kassankoyon. Il est professeur agrégé de santé publique, ancien fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la santé à la retraite. Nous allons devoir jeter un coup d'œil sur la situation au Togo, à la date bien sûr du 23 juin 2020. À la date, bien sûr, de 23 juin 2020 au Togo, la situation se présente comme suit. Nous avons 179 cas actifs avec 384 cas guéris, 13 décès, 576 cas confirmés au total pour 28 509 nombre total de tests effectués sur toute l'étendue du territoire national. Et un petit détail sur ces chiffres, à la date bien sûr du 23 juin 2020, il faut dire que 7 des 444 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 576. C'est cette personne dont les âges sont compris entre 6 et 44 ans se repartissent comme suit. 5 cas parmi les cas contacts. Une femme et 3 hommes à Kounou dans le district d'Akebou. Une femme à Afagnan dans le district de Bamono. 2 cas parmi les voyageurs. Un homme dans le district 5 à Lomé et un homme dans le district de Golfe à Lomé. 4 nouveaux patients guéris ont été enregistrés, portant à 384 le nombre total de patients guéris au Togo de Covid-19. Petit rappel, toujours avec 13 décès pour 28 509 tests de laboratoire effectués sur toute l'étendue du territoire national. Voilà un peu le visage que présente le Togo en cette date, bien sûr, du 23 juin 2020. Dans les chiffres qui ont été, les 7 personnes qui ont été testées positives à cette maladie à coronavirus, on a senti que c'est à Kounou et puis dans le district de Bamono. C'est que les localités qui se situent au niveau des frontières demeurent toujours des localités à surveiller de très près pour éviter d'enregistrer au jour le jour des cas actifs. Bon, oui, je dirais oui, mais... Parce qu'on a dit des voyageurs. Voilà, mais il ne faut pas dire que les localités qui sont situées au niveau des frontières. Il peut y avoir des voyageurs qui vont dans des localités... Qui vont sillonner tout le pays carrément. Dans d'autres districts, etc. Mais ouais. Prenons ces deux districts-là, ou bien préfecture, pour quelques commentaires, quoi. Quand on prend la préfecture du Bamono, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent, qui font peut-être des va-et-vient
de façon saisonnière entre notre pays et peut-être le Bénin ou bien le Nigeria. Quand on prend de l'autre côté la préfecture de l'Aquebou, c'est la même chose. Donc, pendant certaines saisons, il faut revenir ici, pendant d'autres, aller là, etc. Mais ces cas symptomatiques des districts qui sont frontaliers avec les pays voisins, Oui. ça se retrouve également dans certains districts qui ne sont pas obligatoirement frontaliers. Parfait. Ouais. Et parfait. Merci beaucoup pour ça. Mais c'est également une preuve que le Togo a mis en place un bon système et qui permet même hors de la capitale de détecter les cas. Voilà ce que je peux dire. Alors, nous allons essayer de revenir un peu, puisqu'on dit très souvent que la pédagogie, c'est l'art de répéter plusieurs fois les mêmes choses. Il y a certaines questions qui sont laissées sur notre plateforme que je vais essayer de vous les poser. Il y a un enseignant, sinon un parent qui dit, c'est ce qui suit, nous avons fait une semaine avec les enfants. Ils n'arrivent pas à tenir pendant 2 heures avec leur masque. Cela fait penser à quoi, s'il vous plaît? Il nous a écrit depuis Annie. Monsieur Edema, à Kakovi. Moi, personnellement, j'ai dit que si j'étais un directeur d'un établissement d'éducation, j'allais demander aux enseignants de faire 1 heure de cours. OK. Après 1 heure de cours, faire sortir les enfants dans la cour, mais qu'ils soient séparés de 1 mètre, 1 mètre et demi. Et pendant ce temps de sortie de la cour, qui va durer peut-être 10 minutes, 15 minutes, ne pas s'approcher l'un de l'autre ou bien l'une de l'autre. Voilà. Et leur permettre d'enlever, probablement, puisqu'il y a une distanciation là-bas. Avec les personnes âgées, c'est pas facile, hein? Non, je parle des enfants. Oui. Il faut suffisamment les éduquer pour ça. Pour éviter qu'ils étouffent. Maintenant, si on ne peut pas le faire, peut-être après 2 heures de temps, faire la même chose. Pour éviter qu'ils soient pendant les 4 heures avec un cache-nez. C'est une possibilité, mais bon, je ne l'ai pas appliquée pour savoir si elle est réaliste et réalisable. C'est une bonne méthode aussi, hein, il faut dire. C'est une option que je me dis. Après tout, vous êtes un expert. Et c'est un très bon constat parce qu'aujourd'hui, avec la reprise des cours, il faut dire les enfants, sinon nos enfants, nos jeunes frères, ont de difficultés à garder les masques. Même, ils prient peut-être que les cours terminent vite. Et on les voit, ils enlèvent ça, d'aucuns mettent ça au niveau de la nuque, au niveau du menton. Ils s'en fichent pas mal. Mais on peut repenser aussi le port. Hein. On peut repenser aussi le port pour éviter qu'il y ait des dérapages, ça et là. Mais maintenant, il y a un aspect de la sensibilisation aussi. Bon, ça, c'est beaucoup plus pour nous qui sommes d'un certain âge. Oui. Pourquoi on porte le cache-nez ou bien le masque? C'est pour se protéger soi-même, pour sa santé. Maintenant, il faut, comme chaque fois je dis santé publique, qu'on parle des avantages et les inconvénients. Les inconvénients du port du masque pendant 2 heures de temps, peut-être c'est un peu étouffé, mais on ne va pas mourir. On ne va pas mourir. Ça, c'est l'inconvénient. Oui. Mais l'avantage, c'est que ça te protège. Maintenant, si tu l'enlèves, bon, tu as un avantage, tu respires correctement. Mais tu as un grand risque, c'est que... Il y a un danger qui te guette. Voilà, donc cette sensibilisation-là, peut-être quand elle arrivera, bon, les enfants vont comprendre. Je parle des enfants, hein, voilà. Au niveau des écoles. Au niveau des écoles, merci bien pour ces explications par rapport à cette question. Enfin, il y a des gens qui ne savent pas forcément ce que veut dire Covid-19. En fait, c'est un mot anglais qu'on a francisé. Oui. Corona. Qui veut dire corona. Corona. Vi, qui veut dire virus. D, qui veut dire disease, qui veut dire maladie. Maladie. En français. Donc ça veut dire que la maladie du coronavirus 19, c'est ça. Sorti en 2019. Voilà. Coronavirus disease. Voilà. 2019, puisque la maladie a fait son apparition en 2019, son bouquin fin novembre
décembre en Chine à Wuhan, plus précisément en 2019. Alors, bonsoir, professeur. Nous voudrions avoir le cœur net par rapport au port des masques. Quand est-ce qu'il faut les porter? Comment? Et le soin? Quand est-ce qu'il faut les porter? Bon, moi je dis qu'il faut les porter chaque fois que nous avons l'impression qu'on a un risque d'être contaminé. Voilà. Je me résume. Je le porte chaque fois que j'ai l'impression que j'ai un risque d'être contaminé. Si je suis dans mon lit et je me rends compte que je n'ai aucun risque, je ne le porte pas. Maintenant, si je sors dans la rue et je me rends compte que j'ai un risque de rencontrer quelqu'un que je ne connais pas, qui peut éventuellement me transmettre la maladie, je dois porter le cache-nez ou bien le masque. Maintenant, à la maison, moi je conseille toujours qu'il faut, autant que possible, si tu n'es pas seul, s'il y a des gens, il faut porter, même si c'est avec ta famille, etc., qu'il faut porter, parce que tu ne sais pas quand une personne va venir, est-ce qu'elle a le virus, puisqu'il y a des cas où on peut avoir la maladie sans avoir des symptômes. J'essaie de résumer, mais fondamentalement, je porte le masque chaque fois que je me rends compte que j'ai un risque d'être contaminé. Je pense que la personne a posé la question par rapport à ce débat qui est né juste après la levée de certaines mesures barrières, au niveau, bien sûr, levée de couvre-feu, et puis les cordons sanitaires, qui rend le port du masque obligatoire au Togo. Parce qu'il y a un article du nouveau code pénal qui est brandi que si l'on ne porte pas le masque, il y a lieu d'appliquer cet article-là afin de faire prévaloir de discipline au sein de la population pour éviter le pire en matière de cette maladie de coronavirus. Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il a... Bon, si c'est dans ce cadre, il faut peut-être aller un peu plus loin. Chaque fois que je sors de ma maison, je risque de rencontrer des gens que je ne connais pas, qui sont susceptibles d'être des porteurs du Covid-19 et qui risquent de me contaminer si je ne porte pas de masque. Mais si je suis à la maison tout seul, même si le port du masque est obligatoire, je peux ne pas porter quand je suis dans ma maison et que je ne suis pas sorti. Bon, bref, ce que j'ai dit là, c'est clair. Chaque fois qu'on sort de sa maison, il y a un risque. Il parle aussi du soin, le soin qui doit être attribué, enfin fait à ces masques-là. Ce que vous avez porté là, c'est le chirurgical. On a des masques aujourd'hui en pagne et autres là, ce qui veut dire qu'on doit systématiquement les laver, les désinfecter et en avoir plusieurs, les remplacer. Bon, je pense que ça fait partie des prochaines étapes de la sensibilisation. Puisque de plus en plus, quand nous regardons, au moins là, dans la ville de Lomé où nous sommes là, il y a beaucoup de personnes qui portent ces masques artisanaux, qui peuvent être lavés, et qui peuvent être séchés et repassés. Je pense que les services techniques au sein du ministère de la Santé et de l'hygiène publique vont, à travers le service de communication, peut-être faire une campagne de sensibilisation suffisamment importante pour que les gens sachent comment utiliser ces masques-là. C'est ce que je peux dire sans rentrer dans les détails. Merci. Parce qu'il faut les laver après combien de temps? Parce que si, par exemple, je porte un masque et tout de suite j'éternue, etc., peut-être qu'il faut les laver même avant midi, etc. Si je l'ai porté et que je n'ai pas suffisamment éternué jusqu'à midi, etc. Tout dépend, quoi. Il y aura des informations techniques sur ça. Parfait, parfait. Il y a un constat qui est fait parce que le message dit ce qui suit. Bonsoir à tous. Je voudrais attirer votre attention sur un fait. Et on a comme impression qu'au niveau de marché d'Aveta, sur la voie Lomé-Vaughan, au niveau juste après Djagblé, au niveau du marché d'Aveta, les gens sont dans un autre monde. Également au marché de... Il n'a pas précisé l'autre marché. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur, on est à quelques kilomètres de Lomé, mais les gens négligent toujours les gestes barrières. Les marchés, on devait normalement l'appliquer à la limite.
Oui, en fait, je l'avais dit il y a quelques temps dans les émissions que nos élus locaux ont un rôle important à jouer, quoi. Quand je parle de nos élus locaux, ce sont les maires, les conseillers, mais également les chefs de village. On les a élus, ça fait bientôt 1 an, ils doivent vraiment être actifs. Hein. Bon, je pense que le chef de l'État doit commencer par avec le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Père Douabou Kwesi. On doit commencer par les noter. Il le faut. Hein. Bon, ça c'est vous qui le dites, mais moi... Parce que les maires, on ne va pas quand même les choisir, les élire, et puis ils vont se taper de bons émoluments et autres et ne pas être vraiment actifs sur le terrain. Bon, je pense qu'à Veta n'est pas... leur mairie, ça doit être à quel niveau ça? À Kpomé ou je ne sais plus. Moi, personnellement, je ne sais pas, mais ça veut dire que... Vous connaissez quand même à Veta, non? Bon, quand je passe sur la route, oui. Ouais. Il y a un petit marché là. Après Diaglé. Après Diaglé, dans la descente comme ça, il y a une voie qui mène à Bobo et une autre qui mène à Veta, marché d'Aveta comme ça, Lowey, c'est comme ça, qui débouche de l'autre côté pour être au niveau de Davier, c'est comme ça. Bon, c'est une zone plus ou moins... Voilà un peu la cartographie. Bon, donc... En fait, c'est un peu étonnant parce que c'est une zone qui est quand même proche de la capitale. De la capitale, voilà. Bon, ça veut dire que... Bon, moi, personnellement, je vais en parler au service de santé. Et voilà. Pour qu'ils puissent être en contact avec ces élus locaux, y compris même les chefs de village, parce que je me dis les chefs de village, les chefs de canton, ils ont un droit de regard. La santé et tout ce qui est le bien-être de la population aussi les concerne, quoi, pour savoir qu'est-ce qui peut être fait. Parfait. Merci beaucoup à celui ou celle qui a posé la question. Parfait. Ça aidera plus d'un. Hein. Pour sauver les âmes, on a besoin des bras valides pour construire le pays. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On va prendre votre dernier mot. Bon, mon dernier mot, c'est que les autres l'ont répété, je le répète. Oui, ça fait partie de la sensibilisation, de la pédagogie. Les cas, il est vrai que ça a commencé par diminuer. Mais si nous baissons la garde, on va se retrouver, comme on le dit, à la case départ. C'est-à-dire que les cas vont commencer à nouveau à augmenter. Et cette fois-ci, ce sera de façon incontrôlable. Puisque quand on prend au niveau du Togo, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, de Lomé jusqu'à Aného, disons sur l'ensemble du territoire, pratiquement le virus est là. Il y a eu des cas confirmés un peu partout. Donc nous devons, encore une fois, appliquer les mesures barrières qui sont recommandées par le gouvernement. Voilà ce que je peux dire. Parfait. Merci beaucoup à vous, professeur Yao Kassankoyon. Je rappelle bien sûr que vous êtes professeur agrégé de santé publique, un haut fonctionnaire de l'OMS à la retraite. Passez bien sûr un bon temps, reposez-vous bien et on aura besoin de vous, l'expertise hier. On reviendra de temps en temps vers vous et comme le chef de l'État l'a si bien dit, nous étions le 1er avril dernier, on a besoin de tous pour venir à bout à cette maladie, à coronavirus, et pour ce faire, respectons strictement les gestes barrières. Très bonne suite de nos programmes à vous tous. Derrière nous, c'est l'information. Ok, merci.